Alors, je pense que ce qui est intéressant d'abord, c'est de constater que la croissance, même si c'est un sujet central de l'économie, a été abordée de façon assez souvent indirecte par les économistes, et il n'y a que 2 prix Nobel qui ont eu le prix Nobel pour avoir consacré l'essentiel de leurs travaux à la croissance. Alors, parmi ces 2 prix Nobel, il y a Kuznets, Simon Kuznets, et je rejoindrai un peu les idées de Kuznets, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 4 facteurs qui sont assez déterminants pour mesurer et pour engendrer une croissance assez forte. Le premier facteur, c'est le progrès technique. C'est-à-dire que la croissance est avant tout du progrès technique, c'est-à-dire du capital qui est de plus en plus efficace. Le deuxième facteur, c'est une énergie pas chère, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toutes les périodes de choc charbonnier au XIXe siècle ou de choc pétrolier au XXe siècle sont des périodes de ralentissement de la croissance. Le troisième facteur déterminant, c'est un bon partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits, de façon à ce que l'investissement puisse générer ce progrès technique, utiliser ce progrès technique dont on a besoin. Et puis alors le quatrième facteur, c'est un facteur qui est plus culturel, c'est un état d'esprit. Donc un état d'esprit, Schumpeter, qui est aussi un grand théoricien de la croissance, disait qu'un des problèmes, c'était que l'entrepreneur, ce personnage un peu mythique, le mot entrepreneur ayant été récupéré par Schumpeter chez Cantillon, qui est un Français et non pas un Anglais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc cet entrepreneur, qui est un personnage mythique, c'est souvent décrié, jalousé, et il peut, au bout d'un certain temps, se décourager. Et donc la façon dont une société respecte ses entrepreneurs va déterminer l'évolution et la situation de croissance économique. Sur le plan de la théorie économique, vous avez 3 façons d'appréhender la situation. La première, c'est de dire qu'il n'y a pas d'explication, en fait, que l'histoire est écrite nulle part, que l'histoire s'écoule, se déroule, et qu'il y a des événements qui arrivent de façon aléatoire, qui sont distribués de façon plus ou moins régulière, mais qui viennent perturber la croissance. J'ai parlé des chocs charbonniers, j'ai parlé des chocs pétroliers, donc il y a une guerre, il y a une rupture dans l'approvisionnement en matières premières, il y a un ensemble d'événements qui sont aléatoires et donc il y a des ruptures, mais ces ruptures sont imprévisibles. La deuxième façon de théoriser les ruptures, c'est de penser qu'il y a des cycles et que ces cycles sont des cycles qui sont véritablement liés à la dynamique économique propre. Alors pour moi, le modèle le plus intéressant et le plus utile à l'heure actuelle, c'est encore le bon vieux oscillateur de Hansen Samuelson, qui, même s'il est assez simple dans sa formulation et assez caricatural dans ses résultats, lie assez bien l'évolution cyclique de l'économie et de la croissance à la dynamique de l'investissement. Il y a un surinvestissement, c'est le bon vieux poil là aussi, le bon vieux poil d'Aftalion. Il y a une surchauffe, comme le disait Aftalion, donc l'expression est d'ailleurs restée. Il y a un surinvestissement, au bout de ce surinvestissement, il y a un surstockage et la croissance se rompt, il y a une rupture dans la croissance avec d'abord des stockages, des investissements et puis après le système repart. Et donc on peut considérer qu'il y a des cycles qui sont de 8 à 9 ans, qu'avaient d'ailleurs identifié déjà certains économistes du 19e siècle. Et puis la troisième explication sur un cycle économique, sur des ruptures de la croissance, c'est un cycle beaucoup plus long, qui est donc là lié à Schumpeter et qui est lié à l'innovation et au progrès technique. Puisque la croissance, c'est du progrès technique, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des cycles dans l'inventivité humaine, dans le progrès technique, ou en tout cas dans la capacité des entreprises à digérer l'inventivité humaine. Alors là, il y a des débats. Schumpeter pensait qu'il y avait des cycles qu'on appelle le Kondratiev, du nom d'un économiste russe qui a fini au goulag et qui a fini exécuté par le pouvoir stalinien. Et Samuelson disait que le cycle de Kondratiev était un des objets les plus merveilleux qu'il connaisse en termes de science-fiction. L'État, d'une façon générale, a amené et la Banque centrale, qui est associée avec lui en tant que gestionnaire de la politique économique, a effectivement un rôle essentiel en termes de régulation conjoncturelle. Dans les attributions que l'on donne à l'État, dans les missions que l'on donne à l'État, au travers notamment des travaux de Musgrave, une des trois missions, c'est la régulation conjoncturelle. Et donc, il y a 2 outils, la politique monétaire et la politique budgétaire, et ces 2 outils doivent être consacrés
à la régulation conjoncturelle. Et principalement, pour moi, la politique budgétaire. C'est-à-dire que l'idée que l'État ait des dépenses d'avenir, que l'État prépare l'avenir, que l'État peut améliorer la situation à long terme de la croissance, me paraît une idée à la fois fragile et voire même, par certains aspects, erronée. En revanche, la régulation conjoncturelle, notamment par la politique fiscale, est très très importante. Et donc je pense que le véritable enjeu, c'est de mener des politiques en stabilisateur automatique. C'est-à-dire avoir une fiscalité qui, en période de surchauffe, refroidisse et en période de refroidissement, réchauffe. Quant à la politique monétaire, on voit bien qu'elle est en ce moment en débat. Vous avez des politiques monétaires très très laxistes, expansionnistes qui sont menées notamment aux États-Unis, au Japon et accessoirement en Europe. Et l'impact conjoncturel est assez faible. Donc je crois que la politique monétaire sur le plan conjoncturel a une mission claire qui est d'éviter l'inflation, mais a une mission à plus long terme et donc la plus proche de la croissance structurelle en essayant de faire en sorte que le financement s'oriente vers les projets d'avenir, que le financement privé s'oriente vers le progrès technique. Alors c'est assez délicat à mener, c'est un des vrais enjeux, je pense, à la fois pour les théoriciens de l'économie et pour les gestionnaires de la politique monétaire que sont les banquiers centraux.